Salut, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Salut Kylian, donc tu es en train de semer du blé. Bon, reste concentré quand même sur ton travail, pas faire de bêtises, surtout pas te faire de mal. Salut Greg, j'ai loupé qui est arrivé déjà? Mince, je vous avais tout à l'heure. Ah ça y est, je me suis retrouvé avec... j'ai reconfiguré un peu le PC là pour qu'il patine un petit peu moins, mais j'ai remarqué qu'il laguait, mais c'était que de mon côté. Du coup, le son était correct de votre côté. Donc, salut Paul qui était là. Salut Thibaut, salut Jérém. Ça va bien, impeccable. Tu vas pas rater le début du live alors. Alors attends, j'ai un écho ici. Bonjour Yo-Yo. Salut Iridium. Je passe un bon week-end, ouais. Je passe un bon dimanche. Je l'ai pris pour le repos, pour le montage, pour le live. Donc je ne suis pas dans les champs aujourd'hui. J'y étais hier après-midi dans les champs. Je vais vous dire ce que j'ai fait cette semaine et puis jusqu'à hier. Alors, t'es dans le Deutz là, t'es déjà au semis des orges, Greg. Alors moi, je crains pas d'y être parce que j'ai toujours pas j'ai toujours pas mes semences. Et bon, c'est pas que ça tombe mal pour autant. On est encore dans les dates de semis. Je ne veux pas les semer trop tôt. Il y a 15 jours de beau devant nous, donc je ne vais pas m'affoler si je sème tôt. Enfin, puis déjà, j'ai 20 hectares à semer, donc en une journée et demie, s'il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est semé, donc j'ai pas non plus des surfaces de fou. J'ai 50 hectares de blé à semer aussi. Donc vous êtes plusieurs à être en train de semer aujourd'hui, puis vous n'êtes pas les seuls, hein, j'imagine. Ça sème un petit peu partout en France. Voilà. Donc ça va impeccable. On a mis un pull, ouais, parce que ça se refroidit. Il fait beau, mais il fait pas chaud matin et soir et la nuit. Ça va bien, bébé, c'est impeccable. Ça a bossé jusqu'à hier et j'ai débrayé aujourd'hui un petit peu. Donc encore 7 hectares, Greg, et puis c'est bon, génial. Le 1455, il a 13 500 heures ou un petit peu plus. Je ne sais plus la dernière vidange, là, combien je l'ai fait. Tu en as pour combien à tout semer? Donc, il faut compter. Quand la parcelle est à côté de la ferme et qu'il n'y a pas de déplacement, que ça va bien, que l'engrais est à portée de main, que la semence est à portée de main, quand tout est au bout du champ, on va dire, ça tourne, je peux tourner à 20 hectares par jour. Mais alors après, j'ai des parcelles qui sont toutes un peu dispersées à 5, 6, 7 km, quelquefois autour des bâtiments. C'est pas toujours le cas, donc allez, on va dire 10 hectares par jour, tout compris, 10-15 hectares par jour. Et j'ai 50 de blé, puis 20 d'orge, plus 10 hectares d'orge que je ne vais pas semer, mais que je vais demander à Laurent s'il peut me les semer encore cette année en semi-direct. Non, l'année dernière, je devais avoir autant de blé, mais c'est au moins 50, oui, ça peut être 60, 70 hectares, je dirais. Alors après, il est bien diversifié parce que les autres cultures sont intéressantes, et puis dans la rotation, c'est bien d'avoir plusieurs cultures. Donc en colza, là, cette année, il y en a 35, il y en a 15 qui vont sûrement pas être réussis. Zouzouille, salut, ouais, ça va bien. La nouvelle benne, ouais, va bien. De toute façon, on l'a utilisée dans les blés, dans les orges. Et puis là, dans les tournesols, bah, ça va impeccable avec un tracteur plutôt modeste devant. Le 145 chevaux peut la tirer facilement. Alors, non, j'ai pas de chenille. Donc voilà, la benne va bien. Tu es embauché ce matin. Vous êtes au semis de blé, Toto. Bon courage. Et bonjour au passage. Alors, pourquoi... Tiens, c'est marrant, Greg, ton message a été censuré, bloqué par le mot semence. Ben d'accord, ça c'est marrant. Twitch, ne t'inquiète pas, semence, ça va très bien, c'est pas un gros mot. Alors attends que je t'approuve.
autoriser. Voilà, on va pas censurer Greg. Moi, c'est ta semence. Ah ouais, tu as de la semence de blé que tu vas bientôt semer, mais il faut la traiter avant. Donc, un fongicide à mettre dessus. Et tu as 86 hectares à faire. Et 70 de maïs. Ah ouais, tu as du maïs à battre. Ouais, 37 chez toi. Et puis, un bout, une autre moitié en prestation. Donc, la prestation, pour ceux qui ne savent pas, c'est que Greg va vendre ses services de moisson, de battage auprès de ses confrères. Salut Clem. Donc voilà, il est en quelque sorte entrepreneur, que l'on appelle, ou voilà, entrepreneur de travaux agricoles. Ces entreprises, quand elles sont spécialisées de travaux agricoles, on les appelle des ETA, entreprises de travaux agricoles. Salut Clem, ou rebonjour. Alors Bébès, je me suis un peu demandé si j'allais pas en faire du maïs sur les colzas qui vont peut-être louper, faire une parcelle, je sais pas. Écoute, c'est une culture intéressante hein, qui demande peu d'intrants, c'est un petit peu comme le tournesol. Et j'ai des prés, c'est-à-dire des anciens prés, c'est des zones qui sont souvent humides qui restent quand même humides pendant l'été. Je pourrais en faire là, pourquoi pas? Je me suis un petit peu détourné de la culture, mais bon, je suis équipé pour en faire. Pourquoi pas? Écoute, c'est pas interdit, je sais pas. Je me suis pas décidé encore. Mon futur assolement de printemps. Donc, voilà. Moi, ok. Salut Nothing, Tomate. Tu vois, entrepreneur à toute petite échelle, c'est vrai, Greg. Exactement. Moi aussi, à toute petite échelle, cette année, j'ai dû battre une vingtaine d'hectares pour un confrère en blé. Ouais, j'ai des cueilleurs à maïs, Jérém. Ouais. Mon père avait acheté ça. Et j'ai oublié mon verre. Bougez pas, je cherchais ce qu'il faut. Bon, bah, bon courage, il n'y a que moi qui fais rien là-dedans alors. Il n'y a que moi qui bosse pas. À la vôtre. Ouais, je voulais, comme d'habitude, parler un petit peu de la vidéo de mardi dernier, regarder les commentaires, surtout vos questions. Mais il n'y en a pas beaucoup, elle n'a pas fait beaucoup réagir la vidéo. Elle change de l'ordinaire. Hein. J'ai été invité par l'Office français de la biodiversité, anciennement Office national. Ça y est, j'ai oublié. Mince, c'est noté dans la vidéo. Je vais rien dire de peur de me tromper. C'était fusionné sous le président Macron. On a un président qui était l'ancien président de l'ancienne structure. J'ai été accueilli super bien. Un très bon moment. Ils m'ont offert le repas. Donc, c'est pas une vidéo partenaire ou quoi que ce soit. Ça a été un simple. Ils m'ont contacté sur Twitter et puis j'ai répondu présent. Voilà, ça fait du bien de sortir de chez soi. Ça doit être l'ONCF, ouais, Greg. L'Office national. Mince, attends, je regarde ce que c'est. ONCF, bouge pas. Reste concentré sur ton semis. Alors, c'est pas l'Office national des chemins de fer, ONCF, mais parce que c'est aussi l'Office national des chemins de fer, ça ne va pas être exactement ça. L'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, c'était avant. Il y a eu deux acteurs qui ont fusionné, mais tu as raison, c'est l'ONCF, qui est aussi donc Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et voilà, ouais, c'est ça. Et ça résulte de la fusion de l'ONCF et de l'Agence française pour la biodiversité qui était AFB. Aujourd'hui, c'est OFB. Et voilà pour l'histoire. D'où vient cette vidéo? Pourquoi l'OFB? Ouais, OFB, c'est l'Office français de la biodiversité actuel. Alors dans la vidéo, j'ai pas dit, mais parce que j'avais pas bien préparé ce que j'avais à dire. J'ai dit que donc l'OFB communiquait, vulgarisait, mais ils sont aussi chargés de contrôler la chasse, les chasseurs, et donc ils sont là pour faire respecter, parce qu'il y a des règles hein, quand on chasse. Et ils ont des agents. Alors après, bon, ils ont différentes missions que je connais pas toutes, voilà, mais j'avais oublié de mentionner ça quand même. Mission,
Voilà, police administrative et judiciaire relative. Voilà, il y a la police de l'eau aussi qui vont encadrer. Voilà, puis ils ont différents parcs, dont celui-ci que j'ai visité. Et c'était très chouette. Ouais, j'ai adoré le faire. J'ai vraiment apprécié le vivre et puis j'avais pas. J'étais parti avec mon simple téléphone et puis ma GoPro quand même, au cas où. Et il y avait des choses à filmer. Et il y avait des choses à filmer, mais je partais du principe qu'il y aurait assez peu de choses parce que j'y allais juste pour le brame. Généralement, on les entend plus qu'on ne les voit, les cerfs et les biches. Et là, ils ont vraiment créé un milieu qui va les attirer, hein. Vous avez vu, ils sèment des maïs, ils sèment, il y a des arbres fruitiers, il y a de l'ombre, il y a un petit peu tout, il y a des mares, il y a de quoi boire. C'est ce qu'ils appellent à peu près, pour reprendre leurs termes aux agents, un sanctuaire. Donc, et puis, ils sont un petit peu habitués à voir ce personnel, entretenir les lieux. Les miradors, ils en sont habitués. Et le fait qu'on chuchote à peine dans les miradors, ils nous entendaient quand même, le gibier, mais il n'avait pas peur pour autant. Et ça a permis de le voir et puis de le filmer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Oui, j'ai quand même quelques... Donc voilà pour la vidéo. Pour la vidéo de mardi. Et le petit tracteur, il a combien d'heures? Attends, je te dis ça. Donc tu veux parler. Donc là, on change de sujet directement. Il n'y a pas de souci. Le petit tracteur, le 55 chevaux, pour te dire... Ah bah attends, pourquoi j'arrive pas à me connecter? Il a beaucoup. Je crois qu'il a 18 000 heures, il a un truc comme ça. Tac. Alors, attends. Je vais essayer de te dire ça. Après, je répondrai à ta question, Thomas. Je regarderai mes marges l'année dernière. Mais globalement, on va dire il y a 20 euros de différence par... bon, la marge, attends, on va la calculer rapidement. Le différentiel, mais sinon, en termes de prix, on va dire 20 euros la tonne. Et je récolte 1 tonne de moins par hectare en orge par rapport au blé. Donc, on va dire que au lieu de récolter 70 quintaux par hectare, on récolte 60 en orge en moyenne. Donc, on va dire, allez, 100, on va dire, allez, 150, 160 euros de chiffre d'affaires de moins à la vente. Ça c'est pour les quintaux en moins. Et ensuite, on va dire 60 fois 160 euros la tonne. 6 fois 160 euros la tonne, 960. Et en blé, si on le vend un peu plus cher, divisé par 10. Bon, on est à peu près allez, à 200-300 euros de marge de moins à l'hectare en orge, compte tenu du prix en moins et de la rentabilité, du rendement, de la productivité de l'orge en moins. Voilà pour ma réponse, Thomas. Alors, ouais, nothing, pas de vidéo d'ensilage chez un particulier, non, chez un éleveur, non. Je me suis pas invité dans une ensileuse, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de le faire. Salut Menekar, ça va bien, merci, impeccable. Un dimanche de repos, donc tout va bien. Mais même quand je travaille, tout va bien, parce que j'adore mon travail. Alors, l'ONCF surveille aussi les cueilleurs de champignons. C'est possible. Alors, c'est l'OFB aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Sûrement qu'il y a une police voilà, des forêts. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas dans les forêts domaniales. Elles sont quand même elles sont gérées, elles sont suivies. Je pense qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, peut-être que l'OFB se charge de ça. Je ne sais pas. Toto, la différence entre l'orge et le blé dépend aussi où elle va, si elle est brassicole. Oui, tout à fait. Moi, je fais de l'orge fourragère, c'est-à-dire qu'elle va servir dans l'alimentation du bétail. Après, il y a l'orge brassicole qui se vend un petit peu mieux. Mais là, je ne cherche pas à faire de l'orge brassicole.
Je trouve ça, j'ai pas trouvé ça simple à produire. Quand papa en faisait, des fois, il avait des lots qui étaient complètement déclassés. C'est pas simple à créer, à produire une orge brassicole, je trouve. Je t'en prie, Thomas. Tu as eu le temps de travailler tes févroles pour les futures orges? Ouais, eh ben oui, j'ai travaillé le sol là, j'ai préparé tous les sols donc pour semer de l'orge. C'est une orge qui va venir après la févrole. Donc il y a eu à intégrer les chaumes de févrole. Bon, ça c'est pas grand chose, mais il y avait aussi de l'herbe qui était repartie, donc de la masse végétative à intégrer. Et puis compliqué de faire tout ça parce que on a peu eu de pluie. On n'a pas eu beaucoup de pluie, on va le dire comme ça. Et du coup, le sol a jamais été très facile à travailler. J'ai pu passer 2 coups de déchaumeur à disque, donc 2 coups de cover crop. Et puis là, cette semaine, je vais vous montrer quelques images. Le chisel pour décompacter et ameublir tout ça. Et il y a un super rendu, là, je suis super content du lit de semences, de comment il est préparé. Par contre, j'ai pas la semence, je sèmerai ça quand je l'aurai à partir de... Normalement, on reçoit les semences lundi après-midi. Demain après-midi, je vais essayer d'aller retirer ça demain. Alors oui, je vais la laisser bébé swap, puis on va essayer de ressemer une orge là où la luzerne a été récoltée tout juste après l'orge cet été. Donc voilà, elle n'a pas dit son dernier mot, on va la laisser. Je vais quand même la désherber, je vais mettre quand même du glyphosate pour que cette masse de végétation s'éteigne, mais elle va repartir la luzerne au printemps malgré tout, et pour pouvoir implanter l'orge en direct dedans. L'orge cette année, c'est la variété que je vais semer, c'est de la Rafaela, et donc ça c'est l'orge sur févrole, et l'orge sur orge, là où il y a encore de la luzerne au pied, ça sera de la zébra. Et pourquoi les protéines, il ne faut pas 11,6 autrement déclassées en fourragère? Ouais, pour la filière brassicole, là tu parles donc des orges. Il ne faut pas que le taux en protéines, la teneur en protéines du grain dépasse un certain niveau. Toi, je ne l'avais pas de tête, tu parles donc de 11,6. C'est qu'après, pour concevoir, pour faire de la bière, hein, il faut un grain peu riche ou moins riche que les autres en protéines. Sinon, ça fait pas, le process de fabrication ne fonctionne pas ou n'est pas optimal. Il y a peut-être un petit peu plusieurs raisons, quoi. Ouais, c'est de la semence certifiée là en orge. J'ai tout acheté, j'ai pas pris de semence de ferme, je me suis pas j'ai pas voulu faire cette tâche-là. C'est par souci de simplification. Peut-être que ça me revient un petit peu plus cher, j'ai pas fait les détails. C'est sûrement un petit peu plus cher. Non, j'ai pas en tête, je vous dirais une bêtise. Après, ça mousse trop. C'est possible, Greg, s'il y a trop de protéines dans l'orge. Et c'est pour ça qu'elle est déclassée et non brassicole. Salut Agribo, impeccable, ça va bien. Donc voilà pour les variétés d'orge qui ne sont pas encore semées, mais les terrains sont préparés. Et je vais vous le faire voir tout juste après. Et puis une petite séquence, mais vous avez dû la voir sur Facebook. Une petite séquence où on voit le sol que je travaille. Et heureusement qu'il a plu 15 mm le week-end la semaine dernière pour que je puisse les gratter cette semaine. Sinon, ce sont des terrains impossibles à travailler s'ils ne sont pas tendres, comme vous allez le voir. Et je suis en train de faire le montage d'ailleurs de cette vidéo. Le montage de la vidéo de mardi prochain est prêt. C'est, vous le savez, la moisson de l'orge, du tournesol. Et voilà. Allez, on va regarder les commentaires de mardi dernier. Surtout vos questions, comme je vous disais, mais vous n'avez pas été nombreux à poser des questions. Salut Clarty. Alors, ça, je vais le savoir bientôt, Toto, si j'ai des reliquats derrière la févrole. Je vais faire une analyse de sol, une analyse de la terre, pour savoir si, au printemps, le sol sur lequel il y avait les févroles et sur lequel je vais semer les orges détient des reliquats azotés, de l'azote, laissé libéré par les végétaux, la févrole, par les nodosités, tout ça, et savoir ce qui sera profitable pour l'orge
Et ce qui sera contenu dans le sol, c'est quelque chose que je n'apporterai pas sous forme minérale avec les engrais. Les engrais qui font d'ailleurs parler beaucoup d'eux car leur cours explose. Mais quand ça explose, c'est vraiment explose. Je crois qu'il y a des engrais qui ont doublé. Surtout les engrais azotés, hein, j'entends. J'ai pas regardé les autres, à vrai dire. Et tout ça parce que les cours du gaz, les cours de l'énergie du gaz explosent. Les courbes, quand on les regarde, elles sont exponentielles quasiment. Sur un court moment, enfin ça fait quelques semaines, quelques mois que ça explose là. Et du coup, ça a une incidence sur le coût de fabrication des engrais car ils nécessitent beaucoup de cette énergie fossile, de gaz naturel, pour les concevoir. Donc voilà, et j'ai quand même quelques stocks d'engrais de l'année dernière qui sont du coup peu chers par rapport à ces nouveaux stocks, à ce que l'on peut acheter aujourd'hui plutôt. Mais il va m'en manquer un peu. J'en ai acheté il y a quelques semaines à un cours qui n'avait pas encore pris trop la hausse, mais j'attends le camion. J'espère qu'il va m'être livré et qu'il n'y aura pas de rupture dans l'approvisionnement. Pour semer le blé, je peux le semer jusqu'à mi-novembre, hein, le blé. Même ça peut se semer au mois de décembre. Après, c'est tout question, tout est dans le problème d'accéder au champ ou pas, quoi. D'accord, la plante, si on arrive à la semer au mois de décembre, elle pourra pousser. C'est le coup d'y aller en tracteur, quoi. À un moment donné, les champs, ils deviennent impraticables. Mais bon, je pense que jusqu'à fin novembre, je peux y aller, quoi. Mais je veux quand même un blé bien implanté, qui sache passer l'hiver, qui aura commencé à s'endurcir un peu. Donc, je vais semer ça fin octobre, du 20 au 25, quoi. Le 15 novembre, ouais, voilà, c'est ça, Toto. Tu changeras des choses dans la ferme en 2023. Enfin, c'est pas marrant, non, je rigole. Mais parce que 2023, ça me paraît loin, mais c'est une bonne question, Clarty, parce que c'est la nouvelle PAC. Non, je vais rien changer, pas être radical. Je vais poursuivre ma culture de luzerne, les légumineuses dans la rotation. Ça, la nouvelle PAC sera très regardante de ces surfaces un petit peu moins, il faut le dire, elles seront moins productives. C'est pas là-dessus que je vais gagner de l'argent euh, où je vais produire des tonnages de céréales parce que ce sera du fourrage, ce sera de la graine porte-graine en luzerne. Ça sera pas vraiment, il n'y aura pas une valeur nutritionnelle. Il y aura une valeur moindre. C'est des surfaces dites vertes. Ils appellent ça le verdissement de la politique agricole commune. Par contre, voilà, si on se dirige vers ce verdissement, bien, voilà, on peut continuer à prétendre aux aides actuelles. Donc il y a un transfert des aides vers ces autres productions qui produisent autre chose, qui verdissent la campagne, mais qui produiront moins de céréales, mais qui produiront soit des fourrages, qui sont quand même très intéressants quand même. Mais quand on sera nombreux à en produire, est-ce qu'il n'y aura pas un moment de saturation? Tout ça, c'est pas à moi de le calculer, de le prédire, mais c'est la politique, c'est eux qui sont les visionnaires, qui engagent le pays vers ces choses-là. Mais je continuerai d'avoir ces surfaces-là que surtout papa a commencé à initier avant que j'arrive. Donc voilà, pas de grands changements. Ce sera peut-être, si je dois persévérer là-dedans, parce que j'aime bien quand même cultiver cette luzerne, pourquoi pas réfléchir à la faucher, non pas avec un prestataire, mais essayer de la faucher moi-même avec un tracteur. Et là, il faudrait un équipement particulier de fauche. Ça peut arriver il peut m'arriver un jour d'acheter un équipement particulier pour faucher, parce que et puis d'endainer, voilà, sans perturber la plante pour pouvoir la récolter. Là, c'est donc je parle de luzerne porte-graine. Puis pour la luzerne fourragère, pourquoi pas la presser moi-même, m'en occuper moi-même. J'aurais peut-être plus de valeur à revendre, non pas la luzerne fourragère sur pied, comme je le fais auprès de mes confrères, mais de la botteler moi-même. Mais bon, ça, voilà, c'est pas du tout des projets, mais il faut avoir ça à l'esprit, quoi. Salut Phlegmatix, ça va bien? Ah ouais, 800 € la tonne pour du Nexen. Le Nexen, je crois que c'est chargé à hauteur de
C'est 46% d'azote dans la tonne, enfin, dans le volume. Ouais, voilà, oui, urée 46, donc ouais, 46%. La patate douce, le projet ultime. Comment se comporte la févrole dans les sols un peu humides? Alors dans les zones où c'est un peu humide, elle va avoir tendance à crever, hein, comme le colza, bon, comme toutes les plantes. Cependant, elle s'est bien comportée malgré tout. Il y avait des ronds qui qui avaient bu la tasse. Il faudrait revoir mon tour de plaine du début d'année, tour de plaine 2021, où je vais dans les ronds qui sont quand même imbibés d'eau de févrole, dans la févrole, et où je craignais que la févrole soit dégagée. Et elle n'a pas tant crevé que ça. Bon, elle a été enherbée sur la fin, j'ai dû l'endainer, vous l'avez vu. Après, voilà, donc je trouve qu'elle se comporte plutôt pas mal. Elle a un système racinaire qui est quand même très performant. Elle est connue pour ça, elle va pas être feignante pour percer, pour descendre. Après, si elle a de la semelle, elle ne va pas descendre, mais elle va avoir quand même un pouvoir drainant, je pense, plutôt pas mal. Après, s'il y a une nappe, s'il y a quelque chose, et puis que les racines boivent la tasse, voilà, c'est compliqué. Salut Zeus, Piquant 82. Non, Jérém, non, si j'ai des nouvelles, je vous en parle. Paul, développer le semi-direct, écoute, pourquoi pas. Justement, en parlant du matériel dont Jérém soulève dans dans l'avant-dernier commentaire que vous voyez, justement, avec ce type d'appareil-là, je pourrais faire des choses en direct. Hop là, ça fera partie de la simplification du travail du sol. Et puis essayer de le perturber le moins possible. Et puis surtout, que ça soit moins énergivore, dépenser moins d'énergie fossile pour implanter, travailler les sols. Alors, Toto, est-ce que je mettrais de l'engrais? Ouais, je mettrais de l'engrais au semis de mes céréales, de toutes les céréales, de blé ou de l'orge. Alors, de mémoire, par contre, je ne sais plus si je mets 20 ou 30 kilos. Je pense mettre 20 kilos de ce que l'on appelle le microphos. Donc avec du phosphore dedans principalement, au semis, avec le semoir. Comment ça va? Vous parlez de la vidéo? Ouais, ça va, impeccable. Ouais, je comptais du coup parler de la vidéo du web. Du coup, vous avez vu ma tête depuis tout à l'heure en tout petit. J'ai été lancé sur les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Et je suis parti sur vos autres questions. Donc, ouais, voilà pour les engrais. Et puis pour le cours des intrants. Donc forcément, les cours des céréales, les cours de vente augmentent, mais aussi tout ce que l'on va mettre dans les champs pour les nourrir avec. Alors, vos questions de mardi dernier, la vidéo du brame, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc beaucoup ont apprécié, beaucoup d'entre vous l'avaient apprécié, même si elle n'a pas été aussi regardée que si c'était une journée de moisson en vidéo. Je suis très, très content d'avoir visité le lieu et puis de l'avoir couvert en vidéo et de vous l'avoir montré. J'ai adoré. Il n'y en a pas. Alors après, ça reste un milieu quand même. C'est pas non plus une forêt laissée à l'état brut, hein, comme je vous le dis dans la vidéo. C'est un lieu qui est géré, donc où les cervidés sont quand même attirés, mais surtout pour que ça devienne un lieu d'observation et de pouvoir se rendre compte de la biodiversité qui est dans nos campagnes, particulièrement en forêt de Rambouillet, là où on était. Alors Johnny, là, je vois ton message. Alors voilà, je ne sais pas s'il faut être catégorique comme ça. Disons que y a des animaux, par exemple, nous, on a pas mal de sangliers qui posent problème. Et moi, je ne les chasse pas, mais dans le coin, ils sont chassés. Et si ce n'était pas fait, j'aurais des complications très sérieuses à cultiver, quoi. À un moment donné, l'agriculture que l'on a pour nous satisfaire, nous, humains, devient intéressante parce que c'est un lieu où la nourriture foisonne, donc ça attire des populations,
et ça les développe, ça les installe, et surtout les sangliers. Les sangliers, bah, quand ils trouvent de la nourriture, ça fait prospérer une espèce. Donc, j'ai le sentiment que nous sommes agriculteurs, mais que la chasse est dans l'équation aussi. Voilà, je vais le résumer comme ceci, comme cela. Guy, est-ce que j'ai des jumelles? Alors, Quentin, oui, il me les avait prêtées. Par contre, je ne les ai pas pris. Je les ai pris qu'un instant pour voir de près le cerf. Mais ouais, les agents de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, nous les avaient fournis et nous les avaient prêtés. Et c'est vrai qu'on voit bien. Après, avec le téléphone, j'ai fait ce que je pouvais. J'aurais dû prendre le réflexe qui me filme actuellement, qui a un petit objectif qui aurait facilité la prise de vue. Mais bon, on a vu quand même, c'était chouette. Ouais, Toto, c'était loin. Ouais, j'ai mis 2h30, 3h pour y aller. C'est pas simple de se libérer comme ça, mais voilà, j'ai arrêté le boulot plus tôt que prévu dans l'après-midi, puis je suis rentré surtout très tard. On est sorti de table, il était 23h, et ils nous ont reçus sous une petite cahute à côté d'un feu. Et on a terminé à 23, et puis le temps d'arriver, vous imaginez bien, pour rentrer dans ma Touraine, c'était loin. Voilà. Beaucoup disent qu'il ne faut pas déranger. C'est vrai que le brame, on peut l'écouter au bord des forêts. C'est compliqué. Il y a des endroits qui doivent être connus pour être visités par les cerfs, mais ça perturbe quand même les animaux de se rendre en voiture comme ça dans ces lieux-là. Et donc, c'est vrai que ça a été soulevé à quelques endroits. Donc, j'espère pour eux qu'ils trouvent des endroits pour se reproduire tranquillement. Mais bon, vu qu'on les entend de loin, ils sont repérés et puis ils sont visités, quoi. Et ouais, Gérald, là, tu habites pas loin de la Sologne, à Chambord, connu pour son château, pour son domaine aussi, son domaine de chasse, puis aussi ses forêts. Et là-bas aussi, c'est juste à côté de chez moi. Voilà, il y a aussi possibilité d'aller voir là-bas. Cependant, voilà, j'ai été invité à Rambouillet. Donc, je ne suis pas allé à Chambord, mais c'est aussi possible, à mon avis, de les rencontrer là-bas, les cervidés. Donc voilà, il y avait une question de Guy. Et après, Pierre, toujours au rendez-vous. Vidéo hors du champ, tout à fait. Un projet d'achat. Oui, Mathis, bientôt. Je vous en parle bientôt. J'ai projet d'acheter d'un déchômeur rapide. Mais il faut surtout arriver à faire avec ce que l'on a. Voilà. J'ai déjà beaucoup à faire avec ce que j'ai. Voilà. Et ben voilà, il n'y avait qu'une question. Avant, c'était l'ONC, l'Office national de la chasse. Et des forêts, ouais, l'ONCF, comme tu disais, Grégoire. Jean-Marc nous dit donc l'ONC, mais ça devait être l'ONCF. Donc voilà pour vos commentaires de mardi dernier. Tac. Le problème, c'est qu'il faut essayer de réguler la population des sangliers ou chevreuils. Après, les chevreuils, ouais, Toto, pareil, j'en ai pas parlé. Pareil, ils sont quand même plutôt nombreux, car je les vois très souvent. Et par contre, ils occasionnent pas de dégâts dans les cultures, du moins je le vois pas. Ils vont croquer de la luzerne, ils adorent ça. Ils vont pas encore croquer les têtes de tournesol. Par contre, dans les forêts, ils vont démonter, je crois, quand même les plants, les arbustes, les jeunes chênes et tout ça, il faut qu'ils soient protégés. Ça, les chevreuils ils vont être vachement friands. Et c'est pareil, donc quand il y a nombre, il y a sûrement problématique à un moment donné. Le 956, il doit avoir 16 ou 17 000 heures, je ne sais plus. Ouais, je voulais vous dire les heures du petit tracteur tout à l'heure. Vous m'avez posé la question et j'ai oublié de chercher l'information. Alors attends, je vais te dire pour le 95 chevaux combien il a d'heures exactement. Tu arrives à mémoriser certains baudonnets
certains abonnés ou trop compliqué? Ah si, bien sûr, Toto, j'arrive à me souvenir de... Si vous voulez que je me souvienne de vous, il faut que vous écriviez un message sous chacune des vidéos qui sortent. C'est pas une blague, c'est vrai que Kylian va commenter à chaque fois mes vidéos et au fur et à mesure du temps, bah, tu vois que c'est un nom qui revient tout le temps, donc forcément. C'est tout comme Grégor qui s'est fait remarquer. Alors, le 95 chevaux. Alors, c'est pas 946, c'est le 956. Tu as marqué 946. Il faut introduire le loop pour réguler tout ça. Oula, c'est compliqué, Stéphane. Par contre, le loup peut aussi être prédateur d'autres, non pas des cultures, mais tout ce qui va être petit bétail. Il va être carnivore auprès de ces populations-là, donc je ne suis pas sûr que... Disons que voilà, c'est compliqué, je vais le dire comme ça. Le 956, aux dernières nouvelles, il a 5300 heures. Ça, c'était au mois de mars dernier à la vidange. Et le 554, le 55 chevaux, il a... je crois qu'il a bientôt 20... Ouais, non, il doit... Ouais, au compteur, il a 3800. Ah ben, il a que 14 000 heures, il n'a pas beaucoup. Est-ce qu'il n'a pas fait un tour de compteur? C'est vrai que je l'ai toujours connu dans ces heures-là. Il ne fait pas beaucoup d'heures. Hein. Depuis en 2017, pour vous dire, le 554, il avait 3300 heures. Donc il a fait 500 heures en 4 ans. Donc il ne fait pas beaucoup d'heures. Donc ouais, c'est possible, il doit avoir 14 000 heures. Il est de 1974. Celui qui tourne le plus, c'est le 1455, clairement. Ça a toujours été un tracteur qui démarrait souvent. Aujourd'hui encore, je m'en sers très très souvent. Il a 13 500, pas loin de 14 000 heures. Il est à peine rodé le 956. Ouais. Et lui, le 956, il fait surtout le pulvérisateur et puis donc l'épandage des engrais liquides, solides. Atelier. C'est ça. C'est ça, Greg. Tu es un bavard. C'est pas mal d'être bavard, c'est pas mauvais. Quand ce que tu dis est intéressant, c'est pas mauvais du tout. Et il faut introduire... Oui, ça j'ai déjà lu. Et le gros macéo, le gros. Ouais. C'est le plus gros de la ferme. Par contre, c'est pas un tracteur qui... Il y a bien plus gros. Il a 5800... Non, 6895. Et là, j'y ai fait 130 heures avec le nouveau compteur. Ouais, il a 7000 heures. Là, il vient de passer les 7000 heures. Waouh, c'est sa fête. Par contre, il m'a refait des misères. Je vous en ai pas parlé, mais il y a un capteur d'avancement qui est en rade à nouveau. Il se met en sécurité. J'en ai ras-le-bol. Donc demain, je vais aller rechercher un capteur d'avancement. Cet été, j'en ai changé un. Il y a 3 ans, j'en ai changé un autre. Et là, on est reparti, alors qu'il n'y en a que 2. Donc voilà, j'ai très mal travaillé hier. Ouais, je suis pas zen là. Je suis pas zen sur ce sujet-là. On va parler d'autre chose. Alors non, Greg, bonne question. Il y a 2 capteurs. Là, je vais changer celui du haut. L'autre jour, j'ai changé celui du bas. Là, je vais changer celui du haut. Et lui, il ne nécessite pas d'être vidangé. Même quand je change celui du bas, je peux le mettre sur cale, le pencher. Je l'avais fait voir dans ma vidéo de cet été, je ne sais plus quelle vidéo, où tu vas faire passer le fluide d'un autre côté du pont et puis tu vas pouvoir le sortir comme ça. Vends-le et prends un New Holland. Un bleu donc. Écoute Zeus, on verra.
On verra parce que ouais, ça avance pas. Ça avance pas, ça avance pas. Allez, on n'en parle plus, c'est fini. Encore même, c'est... David, pense un jour essayer le poids. Ouais, le poids, non, je laisse tomber. Non, j'ai déjà essayé. Après, la hauteur, ouais, la hauteur de récolte, elle est trop basse. Même si en février, elle est basse pour certaines gousses, le petit pois, ça va être trop bas. Et j'ai tellement de pierres, de terre à cailloux que franchement, j'écarte cette culture. Le pois, je veux pas le voir. Voilà. Alors, j'explose la batteuse avec ça. Papa, il l'a. C'est une culture intéressante, mais je peine à maltraiter le matériel comme ça, surtout la batteuse. Alors, j'ai une question, Zeus, vu que tu as l'air de te connaître en New Holland. Euh, les T6, la puissance maxi, on est à 160 chevaux, hein, c'est ça? J'ai pas essayé de soja, Bébès. Attendez, j'arrive, je vais me servir à boire. Mais le soja, ouais, je l'ai vu se cultiver. Là, j'ai un cultivateur bio là, qui fait du soja. Et la culture est bien dressée, les gousses sont bien en hauteur. Il va avoir une récolte qui va se faire tranquillement. Donc pourquoi pas. Après, ça demande de la flotte, hein, mais après, si on peut le produire peut-être en bio et puis avoir une bonne valeur ajoutée dessus, quoi. Alors, Nesox, ce qui est incroyable, c'est que il m'a posé problème en début de semaine, là, le macé, avec le relevage, toujours le même problème. Et je ne sais pas pourquoi, pendant les 3-4 derniers jours, hier, il n'y a plus de problème de relevage. Et c'est un problème de capteur d'avancement qui se remet en défaut alors que je l'ai réparé cet été. Je vous jure, ça me prend la tête, quoi. Donc, alors, sur ton Puma, tu as le problème, ça devient... non, mais c'est pire que ce que tu racontes, mais ça devient infernal, quoi. Tu peux pas bosser, et en plus, c'est dangereux. C'est-à-dire que l'autre jour, je l'avais laissé tourner. Après, on pourra me reprocher de l'avoir laissé tourner et d'être descendu pour passer un coup de nettoyeur haute pression derrière. Le relevage était en bas, il s'est levé tout seul et j'étais derrière, quoi. Je vais me faire coincer, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et surtout que j'en parle, voilà, j'ai exposé le problème. Non, pour moi, je peux pas travailler comme ça. C'est pas possible. Et ça fait des années, je dis que je peux pas travailler, mais ça fait 6-7 ans que le problème dure, quoi. Donc ouais, donc tu as une série qui a l'air impactée. Je crois que j'ai la même aussi. C'est des tracteurs qui commencent à être en panne maintenant. Voilà, il a 7000 heures et voilà. L'électronique, ça devient le tableau de bord, ça devient sapin de Noël. Sapin de Noël avant l'heure, quoi. La hauteur de goût, c'est pareil. Après, le bas goût en variété est très haut. Ok, merci Toto. Donc pour les variétés de soja. Donc je ne connais pas. 2-3 ans pour changer, ton massé et je vends mon Valtra. Ah, pour le poids, d'accord. D'accord, nous on a fait comme tout. Beaucoup comme le soja. Ah ouais, donc ça t'as du poids qui se dresse, ok. Ok, T7 en 180 chevaux. T6, ouais, ok. Ok. Ça bouge pas, quoi. Ouais, le problème bouge pas, non, c'est infernal. Et... Bref. Ouais, très déçu, Paul, très déçu. Je suis très content, c'est un super tracteur. La transmission, elle est formidable. Tu passes en charge des vitesses. C'est même pas des passages de vitesse, tu es en variation continue, en pleine traction avec un effort de dingue, tu arrives à changer ta vitesse d'avancement, à passer dans tes vitesses programmées sans que ça lui pose aucun problème. Les boîtes dessus sont incroyables. Il y aura un peu moins, chez la concurrence, il y a un peu moins de douceur dans les passages de vitesse. Bon, je ne m'y connais pas beaucoup. Il y a des doubles embrayages, je crois, sur les New Holland et tout ça. Ouais, Thibaut, ouais, j'y ai pensé à Alex l'autre jour. Je sais qu'avec son Dots, il a beaucoup de problèmes, Alex. Mais c'est pas simple comme ça de trouver la solution déjà et pouvoir rebondir avec autre chose. Donc, bon, il y a des moments, j'ai plus envie de le voir. Ah, c'est clair.
Dans les machines à vendanger, c'est les mêmes problèmes. Ah ouais. Non, mais Aujourd'hui, on n'a plus de problème de mécanique. Enfin, si, il y a toujours des problèmes de mécanique, de transmission de puissance, d'avancement, d'hydraulique. Mais aujourd'hui, on a des pannes avec les capteurs qui sont là pour capter la panne mécanique. Et c'est des capteurs qui tombent en panne alors que la pièce mécanique, elle va bien. Et tu n'avances pas. Tu travailles pas alors que mécaniquement, ça marche, quoi. Voilà. Alors en poids, tu fais des rendements convenables de 40 quintaux, voire plus, mais bon, on n'a pas tout, on a les mêmes terres que des argiles calcaires. Ok. Chez Dutz, variation continue et très souple aussi. Ok, Greg. On pense les virer par un Valtra. Ouais. Donc bon, on va voir tout ça, comment ça se résout ou pas sur ces tracteurs. Question, question un peu bête, flegmatique. S'il n'y a pas de question bête, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et puis, est-ce que j'ai besoin? Non, le 180 chevaux, c'est un petit peu au-dessus de ce que j'ai besoin. Je pense que si, je ne sais pas si j'ai un tracteur de 160, 170 chevaux devant le chisel, c'est ce qui prend le plus de ressources. Ce sera suffisant. 180 chevaux, c'est un petit peu trop fort. Mais bon, on est habitué à cette puissance. Après, non, mettre le 1455 au niveau puissance, force de traction, il pourra le tracter, le chisel. Mais on a un relevage que je tiens à préserver. Le chisel est extrêmement lourd. Et au niveau, ouais, non, c'est pas possible. Il faudrait un chisel qui soit semi-porté, quoi. Après, le 145 chevaux pourra traîner un déchômeur rapide de 4-5 mètres sans problème. Chez Massé France, tu l'aurais. Ouais, Thibaut. Oui. Sur le dernier Innova Gris, ouais. J'ai été assez déçu de la boîte directe chez Valtra. D'accord. Tu peux demander une expertise par l'usine après. Non, mais je crois que j'ai envie de leur confier le bébé, leur confier, et puis qu'ils le testent, qu'ils voient d'où ça vient, parce que moi, je peux pas bosser comme ça. Oui, voilà, un relevage avant. Après, oui, raison de plus, sur le 145 chevaux, le poids du chisel est tellement lourd que le peu de... J'ai un double jeu de masse à l'avant, il serait pas suffisant. Je crois que le 145 chevaux lèverait le nez par le poids du chisel. Bon, ben voilà pour le Massé. Ouais, j'ai plus envie d'en parler. Je vais le voir demain et je vais aller à la concession chercher un capteur. Et quand il sera réparé, ce sera le relevage qui posera souci. Allez. Mais bon, on m'a dit que, d'accord, j'ai des problèmes sur le mien, mais que chez les autres, l'électronique, c'était des soucis aussi. Donc voilà, il n'y a pas de tracteur miracle. Bah Thibaut, non. Tu vois, ça me dit pas du tout. Non. Ah, Bébès, des fois la colère est là, mais c'est surtout que tu as le matériel puis que tu peux pas avancer. Et surtout, il n'est pas réparable, quoi. Ou la réparation, elle n'est pas là, on ne l'a pas, quoi. Et quand les conditions sont là, quand la météo vous court après, et que vous devez être efficace, et que vous passez entre les gouttes, et que vous ne pouvez pas bosser, et que vous n'avancez pas au rythme qu'il faut, c'est juste pas possible, quoi. Après, voilà, la vie n'est pas simple. Voilà. Allez, je vais pas me plaindre. Un Fiat 180-90, inusable. D'accord. Alors, je connais pas du tout. Mais je te fais confiance, Phlegmatix. Je connais quelqu'un qui a que des Massé et il en a été très déçu. Après, ouais, tout dépend. Je pense qu'il y a un petit peu de tous les sentiments. Mais voilà. C'est difficile de faire des statistiques et de faire des généralités sur quelques pannes. On se souvient beaucoup et on a beaucoup écho les pannes
On va surtout entendre parler d'une marque lorsqu'il est en panne et on entend parler d'un petit peu toutes les pannes, hein, toutes les marques. Moi, cet été, dans la campagne, j'ai vu quelques batteuses d'arrêter en panne, quoi, dont la mienne aussi. Elle a eu quelques petites bricoles. Hein, donc on est tous, je pense, déçus à un moment donné de son matériel. Il y a des choses imprévisibles. Mais voilà, c'est pénible quand ça arrive. Malheureusement, tu n'as pas de chance. Le Massey est réputé pour être une marque correcte. J'ai un voisin qui a tout son... Ouais. Ouais, non, mais... Et le tracteur, le même que le mien, là, le 74-95, le Massey, j'ai un confrère qui l'a acquis il y a quelques petites années, là. Et il commence à avoir les mêmes retours d'erreur que moi. Capteur d'avancement, tout ça, tout ça. Donc je pense que c'est des tracteurs amenés à vieillir tous un petit peu de la même manière. Excusez-moi. J'ai des potes qui ont la faculté d'écrire pile poil quand je suis en live avec vous. Pas fait exprès. Ils savent même pas que je suis en direct. Et du coup, je suis déconcentré. Ouais, je pense pas partir. Non, non, la cylindrée du Massey, la puissance est tout à fait convenable. Il me faut cette puissance-là. Je tiens à le garder, ce Massey. Je tiens à le réparer. Et le jour où il est plus là, je tiens à garder cette puissance. Ouais, c'est ça. Ça peut venir de la série, mais c'est juste infernal. Je ne te fais pas dire pour les pannes. J'ai été très bien sérieux aussi à la moisson. Ouais, tout à fait, Greg. Ça, c'est... Voilà, c'est pas... Voilà. Mais bon, vaut mieux la panne mécanique que de la panne physique. Voilà. Tant qu'on est en bonne santé, pour les réparer, ces pannes, c'est bien. Ouais, salut Solon. Tu as un Massey de casse. Ça veut dire quoi? Que veux-tu dire par là? Ouais, après Thibaut, ouais, bah après, non, bah, chacun ses choix. Après, c'est sûr, si je. Déçu du service. Non, bah ils font ce qu'ils peuvent, Toto. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, au service, mes mécanos font ce qu'ils peuvent. Non, bah toujours. Ouais, voilà, Solane, toujours la même panne. J'ai réparé le capteur d'avancement cet été, et puis bah là, il est reparti en rade vendredi, puis hier. Je suis obligé d'éteindre et redémarrer le tracteur, d'attendre 1 minute, que le code d'erreur se vire, et puis pof, au bout de 30 secondes, ça revient, j'éteins, je redémarre, puis après pendant 2 heures, il marche. Alors, c'est pas du boulot, quoi. Nous, je vois, on a des vieux tracteurs, ils marchent du tonnerre, au moins on a... Non, bah après, c'est sûr, la meilleure des... Là, depuis ces quelques années que je suis revenu à la ferme, ce qui est le plus fiable sur la ferme, ce sont les... Bah, ça part du plus vieux jusqu'au plus récent, quoi. Le 55 chevaux, il lui est rien arrivé. J'ai peut-être aussi eu un... Mais ça, c'est de l'entretien. Dans le réservoir de fuel, il y a eu un petit peu de dépôt et bah, j'ai dévissé, soufflé le filtre et c'était reparti. Le 956, bon, la cylindrée sera à revoir, mais j'ai eu une durite qui s'est pincée à l'arrivée du GNR. Du coup, ça faisait une dépression dans les filtres. Du coup, j'étais en rate de... Enfin, il faisait des ratés. Voilà, j'ai juste eu à changer la durite. Sur le 1455, qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Bon, il a eu 2 vidanges, ça c'est normal. Je l'ai repeint, mais ça c'est normal. Voilà. Mercredi, j'ai tourné toute la journée à Cournon. Je ne vous ai pas vu. Salut V77. Allez, fini de semer pour aujourd'hui. Je change de monture, je passe à Valtra avec la charrue. Bon courage, Greg. Et tu arrives à écrire en même temps. Incroyable.
Je sais pas comment vous faites hein, pour bosser en même temps. Moi, j'y arrive pas. Hein. J'arrive à faire des images, mais il faut que je m'arrête quelques secondes. Cela peut être passager. L'année dernière, notre machine a vendangé en panne tous les 2 jours, malgré des révisions effectuées. Ah, mais il y a des séries de pas de chance, quoi. Salut Isma, ça va bien, merci. Isma, voilà, on voit que tu as un petit icône près de ton nom, c'est que tu es contributeur. Voilà, si vous cherchez à comprendre les petits sigles, les différences de couleurs aussi entre les pseudos, c'est pour vous signaler cela. Donc merci d'être là, merci d'avoir participé. Merci à vous tous d'être là. Oui, mes bricoles comme ça, ouais, beaucoup de bricoles, ouais. Ça c'est de l'usure et de l'entretien. J'ai pas commencé à semer V77. Non, je voulais justement vous faire voir l'état du sol après le passage du chisel là sur les terres que je veux semer en orge. Et puis j'en ai préparé un petit peu hier pour les blés. Ça fait un super boulot. J'ai profité que les conditions étaient, elles étaient humides en profondeur pour ces terres. Bon là il y a du limon, c'est une partie de la parcelle où il n'y a pas trop de cailloux. Et voilà, j'ai un guéret super fin. Bon, c'est jamais très dur à faire. Dans ces types de sols-là, bon, il faut que ça soit suffisamment humide. Sinon, les dents ne rentrent pas. Ah, non, pas de GPS pour le moment. Non, ça ne m'intéresse pas. Et on n'a pas vu Alex de la Vienne. Il se remet du semer. Attends, il a fait une vidéo. Ouais, je pense qu'il a pris... Ils ont profité du temps là-bas, apparemment. Ouais, peut-être qu'il se fait discret, hein, qu'il se repose. Salut Ice, contributeur également. Bonjour, c'est bizarre ton histoire de capteur de boîte car j'ai le même sur le Fen. Ouais, bah ouais, c'est bizarre. Et pourquoi je dois les changer aussi souvent, c'est incroyable. Là, ce qui est monté, les 2 capteurs, donc il y en a 2. Il y en a un qui a 3 ans, j'avais même fait une vidéo dessus sur son changement, et l'autre qui est de cet été. Et j'ai à nouveau le code erreur, le T4182 et T4183. Puis quand on regarde la doc, on la trouve hein, on la trouve, cette doc où les codes erreurs, c'est défaut, c'est-à-dire que le capteur renvoie une vitesse excessive, il renvoie 99 km/h sur l'écran, je le vois, et du coup il trouve qu'il y a une anomalie, puis il se met en sécurité, j'ai plus de contrôle du joystick, je peux plus changer de vitesse. Ouais, Solane, la Mopu marche du tonnerre. C'est génial, ça se passe très bien. Ok, c'est quoi le thème de la vidéo de mardi? Alors bah c'est le tournesol récolté et le bilan. Juste le rendement, hein, je ne fais pas un bilan des marges, mais... Donc ouais, sur ton Fen, tu en as changé que 1 en 17 ans, Ice. Ouais, c'est vraiment bizarre. Mais j'ai pas de bol là, avec ce tracteur. J'ai pas de bol. Donc voilà pour ces terres. Donc là, on se rend même plus compte, on ne dirait pas qu'il y avait de la févrole, ça n'a pas été labouré. Mais il y a eu 2 coups de cover crop et puis un coup du chisel, là, cette semaine. Ça m'a occupé 2 jours et demi pour faire cette parcelle de 20 hectares. Parce que quand vous allez voir à la vitesse où j'ai passé cet outil dans les zones à cailloux, on va comprendre pourquoi j'ai mis tant de temps pour le faire. Je vais vous faire voir la vidéo. Alors j'espère que le son ne va pas vous exploser les oreilles. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Normalement, j'ai coupé le son. Ouais, voilà. Donc là, on ne se rend pas compte, mais il y a du caillou. Hein. Il y a du caillou et on les entend. Attends, je vais peut-être mettre un peu le son pour vous écoutiez, mais ça peut être fort. Ouais, vous entendez. C'est génial la technique. Donc voilà. Là, je suis à 4, 5 à l'heure. Ouais, c'est moi. Salut. T'es venu... Ah non, je suis pas venu au sommet de l'élevage, Solène. Pas le temps du tout. Non, non. Non, non, impossible. Bah, j'étais à ce moment-là en train de faire ça. Priorité au boulot des champs.
parce que c'est pas comme ça que se feront les semis si je me déplace. Ce travail du sol, c'est maintenant, parce qu'ils n'annoncent pas d'eau avant 15 jours. Ce sera peut-être que dans 3 semaines, un mois qu'il pleuvra. Et si je ne fais pas ce travail-là, je ne le ferai pas. Là, si vous voulez, si j'y retourne maintenant, si je dois y aller maintenant, il aura suffisamment séché, si je n'avais pas fait le travail cette semaine, pour ne plus pouvoir rentrer les dents dans le sol. Je n'aurais pas pu décompacter le sol. Et c'est essentiel dans ces sols-là qui sont compactés. Je rappelle, dans cette parcelle-là, la févrole, je l'avais semée à la volée avec un coup de cover crop pour recouvrir les graines. Et du coup, il n'y avait pas eu de passage de dents. Ce passage de dents-là n'a pas été effectué depuis 2 ans. Donc là, c'était absolument nécessaire. Et on a eu très peu... Pardon. On a eu très peu d'eau par rapport à d'autres coins de France où vous avez été vraiment arrosé, quoi. Salut Lance. Ouais, excuse-moi, j'avais pas vu ta question, Zeus. Je laboure plus depuis que je suis revenu à la ferme. On a peut-être fait les dernières parcelles labourées, c'était peut-être en 2015. Ah bah attends, on va retrouver la vidéo. J'avais fait une vidéo, on va la passer. Et en plus, j'ai les droits, c'est une vidéo à moi, je vais vous la faire voir. Ah. Et j'ai les droits. J'avais fait une vidéo sur la préparation du sol au semis d'orge. Je crois que c'était orge sur orge. Alors là, je pense qu'avec le chisel, je suis à 15, peut-être voire par endroit à 15-20 de profondeur de travail du sol. Alors ça perturbe le profil, ça c'est clair, parce qu'on mélange quand même pas mal de matière. Ça va être moins perturbant qu'un labour. Alors on va user de la ferraille, hein, ça c'est sûr. Je réfléchis, là j'ai un confrère qui a investi puis il n'est pas le seul, dans des décompacteurs avec des dents différentes, hein, des dents Michel qui vont avoir tendance et avoir un rôle de décompacter. C'est ce que je recherche ici avec le chisel. Par contre, ce mélange de la matière, là, il n'était pas vraiment nécessaire. Je l'ai fait avec le cover crop. Mais l'intérêt, c'est un jour, lorsque j'aurai un déchaumeur rapide, c'est de passer rapidement, déchaumer la surface très superficielle du sol et avec des dents Michel, de décompacter en profondeur. Et là, je mouvementerai moins de matière, je dérangerai moins le profil, j'userai moins de ferraille. Et puis, le chisel, il aura toujours son intérêt, il sera toujours là, mais j'ai cette idée de décompacter les sols d'une manière différente. Avec le déchaumeur à dents, là, je tournais à 1 hectare à l'heure, sans s'arrêter, sans les pauses, sans la pause midi et tout ça. Voilà, la matinée, si tu bosses 5 heures, tu fais 5 hectares dans ces terres-là. Après, ça peut tourner à 1,5 hectare, 2 hectares à l'heure quand je peux prendre une vitesse de 7, 8, 9 km/h et que le sol n'est pas trop résistant et que le massé peut l'emmener sans cailloux aussi. Donc le week-end dernier à Nantes, on a pris, tu as pris 100 mm, donc c'est rien à voir avec les 15, 20, 30 qu'on a eu en plusieurs jours. Parce que le dernier week-end, on a eu 15, puis un petit peu avant ça aussi. C'est pour ça que j'avais pu passer le cover crop. Non, Toto, j'investirais pas. Casser les silex là, qui sont imbroyables. Non, c'est pas un objectif. Et puis si je veux me débarrasser des pierres, je les sortirai du champ. Les broyer, c'est pas trop, sans doute intéressant dans certains cas, mais les broyer, ouais, ça m'intéresse pas. V77, ouais, j'ai l'intention d'acheter un déchaumeur rapide. Ma plus grande parcelle, Zeus, c'est celle qui est actuellement en colza. Elle est d'une surface de 33 hectares à peu près. Actisol, Thibaut, c'est peut-être encore un peu trop perturbateur. Alors attends, par contre, est-ce que je parle bien du même outil? Actisol, ils font avec les dents que je vous ai dit là? Non, c'est pas des dents Michel. Ou tu peux adapter ça? Et c'est des compacteurs, ça c'est... Ah ouais, tu peux mettre des dents Michel ouais, sur le décompacteur peut-être. Quand c'est que tu dois l'acheter? Ah, je sais pas, fait 77.
c'est secret. Ah, les déchômeurs Litchi, bah, Solane, écoute, c'est un bon, ça semble un bon matériel, accessible, plutôt. J'avais trouvé une certaine flexion quand même sur le châssis à l'arrière, sur ceux des chômeurs. Par contre, en termes de compromis qualité-prix, je crois que c'est plutôt imbattable. Parce qu'on est sur des prix, il va être pour des mêmes largeurs de travail, moitié prix par rapport aux marques qui ont pignon sur rue, je vais dire. Donc voilà, c'est un choix, c'est sûr. Mais bon, celui qui vous en parlera le mieux, je pense que c'est son vendeur. Et voilà, ce que je pense n'a pas, et mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt. J'avais fait une vidéo, un live sur YouTube il y a quelques mois, où on avait regardé, puis échangé sur le LG, sur le Metal Fac que j'avais essayé, et puis le déchômeur de chez Keverneland porté que j'avais essayé. Et puis l'idée c'était de parler aussi de leur gamme semi-portée chez Keverneland. Donc voilà, tu peux regarder sur YouTube, elle est dispo. Non, ils sont pas réussis, Thomas. Si tu veux, je vais te faire une photo. Les colzas, les 15 hectares. Est-ce que je vais te la retrouver Ah, voilà. Et voilà, ils se sont fait démonter, les colzas. On change de sujet. Je sais plus si j'ai vu tout. Salut, Youyou. Et sinon, Zeus, pour en revenir aux parcelles, la surface moyenne de mes parcelles, quand on prend la surface totale et qu'on le divise par le nombre de parcelles, c'est 8 hectares. Mais j'ai une parcelle, mes parcelles, j'ai plusieurs parcelles qui font. J'ai une parcelle de 75 arts, j'en ai deux de 1 hectare, j'en ai une de 1 hectare,6. Et les parcelles qui font pas 1 hectare et quelques-unes en dessous de 5 hectares, quoi. Moi, je suis de 37, Indre-et-Loire, V77. Ouais, 75 arts, ouais. Ouais, c'est rapidement fait. Cependant, on passe, si on regarde le temps à l'hectare que l'on passe dans un champ de 75 arts et puis dans un champ de 3 hectares, les temps à faire les coins, à faire les bordures, enfin, les temps passés dans les petits champs quand on le ramène à l'hectare, sont bien plus importants. Ouais, attaque de grosse altise là. Et puis, il y a plein de zones qui s'est fait manger avant même qu'il ait une feuille ou deux, comme sur cette photo. Donc là, j'ai que des ronds de colza poussés par endroits, avec beaucoup de repousses d'orge. Et du coup, je pense que je vais les garder là. Je vais voir les zones qui se dessinent. Je vais peut-être garder des parties de parcelles où il peut s'en mettre à pousser. Là, je ne sais pas comment peuvent tourner les parcelles. Mais pour l'instant, c'est pas bien engagé. Mais on persévère. Ouais, Altiz. Mais clairement, Altiz. Limace, j'ai même pas vu d'attaque de limace, c'est les Altiz. Et ça, c'était il y a peut-être 15 jours que j'ai pris cette photo. Mais vraiment carabiné, hein. Et les couverts que vous m'avez vu se mettre en vidéo, c'est pareil. Ils se sont fait manger. La moutarde s'est fait pas mal manger. Bon, là, elle n'est pas encore mangée, mais j'ai de la veste qui disparaît. Alors, bon, bah, pas cool, quoi. Tu as déjà calculé le nombre de litres? Alors, j'avais même fait mieux. Par hectare, j'avais calculé ce que je consommais en énergie fossile. Je vais te le dire. Est-ce que je vais le retrouver là? Je suis capable de te dire combien de litres de gasoil, de fuel, de GNR, gasoil non routier, il me faut. Attends, j'essaie de trouver cette info. Ah ouais, c'était pas ça, c'était azote. Je l'avais classé là. Ouais, voilà. Fuel. J'avais calculé 85 litres par hectare et par an.
Donc j'ai 170 hectares. Donc ça fait plusieurs milliers de litres. À cause des limaces. Ouais, la veste disparaît, je pense. Ouais, c'est sûrement à cause des limaces. Ouais. Et ça fait peine, ça fait de la peine à voir. Ça fait de la peine à voir disparaître ton couvert. J'espère qu'ils vont en passer au milieu de tout ça. Ça va peut-être s'épaissir. Là, les moutardes elles commencent à prendre des feuilles. Mais c'est pénible, quoi, de faire des trucs et puis que ça marche pas bien. Et je voulais vous faire voir une photo et on va revenir sur sur l'histoire de labour. Et vu qu'on laboure plus, bah, les sols sont forcément moins mouvementés, on perturbe moins un petit peu la vie qu'il y a dedans. Bon, c'est sûr, on casse les galeries de vers de terre quand même, hein, mais un petit peu moins. On perturbe plus, très certainement, qu'un semi-direct. Et j'ai encore soif, vous allez m'excuser une seconde. Et je voulais vous faire voir ce que j'ai découvert hier dans le champ que je passais au chisel. Tac. Ah ouais. Ouais, Bébès, j'aimerais bien. Faudrait que j'en parle aux équipes, à la COP, ouais, avoir leur accord et tout ça. Ouais, ça serait vraiment cool. Moi aussi, j'aimerais voir tout ça à la coopérative, à l'endroit où je livre, et puis sur place, bah, ils font un premier tri, puis après, je pense qu'au silo collecteur, ils doivent faire d'autres triages, mais aussi les installations de séchage des tournesols, enfin des graines. Il y a des séchoirs et tout ça. Et j'ai envie d'aller aussi jusqu'au port pour expédier toutes ces marchandises, essayer de suivre un peu notre grain, quoi. Tu as des couverts en avoine et moa. Ok. Solane. Qu'est-ce que j'en pense de l'avenir de l'agriculture en général quand tu vois que tous les prix augmentent, matériel, produits, etc. J'en pense que bon, quand ça arrive, quand ça augmente, c'est pas simple à assimiler. Là, pour les éleveurs qui se fournissent en céréales que je produis, entre autres, enfin, que tout le monde produit, hein, c'est un aliment qui devient cher. Après, voilà, dire que c'est bien, je crois que ce serait mentir. Moi, que les prix de vente de mes céréales, si, c'est bien, ouais, c'est quand même intéressant pour le revenu. Après, ça crée de l'inflation sur tout le reste, quoi, les intrants et tout ça, entre autres l'engrais. Et par contre, ce qui m'embête à mon niveau, c'est que oui, ces hausses de matières premières c'est pour tout le monde pareil, augmente les prix du matériel. Et puis lorsque un jour les prix vont se tasser, ces prix de matériel ne vont pas spécialement baisser, ça c'est une tendance. Bon voilà, c'est pas top. Youyou, je suis approvisionné partiellement sur un stock de l'année dernière et j'attends l'autre partie, une bonne moitié, que j'ai commandé il y a 2 mois en engrais azoté, que j'ai commandé, oui, il y a 2 mois à peu près, donc à un prix largement en dessous de l'envolée actuelle. Ce qui se passe, bon, pour revenir, voilà, tout ça, Solane, c'est qu'il y a de l'inflation qui se transmet partout. Là, c'est les matières premières, les céréales. Le bois augmente, explose. Du coup, par conséquent, enfin, le gaz, tout ça. Il y a une inflation, j'ai l'impression, mondiale. Je ne suis pas économiste, hein, mais il y a de l'inflation un petit peu partout qui se passe. Alors après, est-ce que ça va diminuer le pouvoir d'achat? Est-ce que ça va se retrouver dans le salaire? J'en sais rien, j'en sais rien. L'inflation, il en faut, mais quand il y en a trop, c'est pas trop une bonne chose en termes macroéconomiques et puis microéconomiques pour nous, pour tout le monde, pour les acteurs économiques. Voilà. Ouais, 580 € la tonne d'urée, c'est ça. 280 € la tonne l'année dernière.
Allez, bon courage, Zeus. Euh, ouais, en solide, oui, j'ai commandé aussi il y a 2 mois pour l'année prochaine. Pour tout ce qui est. J'ai commandé du. Je crois que c'est. Mince, c'est plus du N21 là. C'est plus du. Oui, c'est ça, du sulfate d'amo. J'ai commandé une autre formulation, mais pareil, avec la hausse. J'ai pas pris la hausse. Ça avait augmenté un petit peu, mais pas de trop, quoi. Par contre, d'accord, je suis satisfait de cet achat pour cette année, mais l'année prochaine, à mon avis, bah, forcément, si les prix ne se tassent pas, je serai comme tout le monde, quoi. Là, je me suis peut-être sorti de cette affaire pour cette année, mais l'année prochaine, je ne me suis pas positionné pour les achats l'année prochaine, quoi. Donc voilà pour les cours des céréales. Bon voilà, l'inflation, ça n'a pas l'air d'être une très très bonne chose. Et puis pour l'envolée des cours des céréales et des colzas, des tournesols et tout ça, ça va clairement, oui, ça va clairement être intéressant pour les résultats de l'exploitation, pour mon revenu cette année. Mais, mais est-ce que ce sera bon, voilà, est-ce que quand l'année prochaine les cours des engrais, des matières premières sera envolé, si je ferai un revenu intéressant. C'est la marge qui compte, quoi. Donc, ça se trouve, la marge ne sera pas beaucoup plus intéressante que lorsque les cours sont bas. Est-ce que je suis sûr d'être livré, Youyou? Non, rien de sûr pour l'azote qui me reste à recevoir. Tant que c'est pas à la maison, c'est pas sûr. On va partir de là. Mais bon, j'ai pas eu écho de problème, hein. J'ai eu écho, par contre, approvisionnement en GNR. D'habitude, on est livré sous 2-3 jours. Là, j'ai pas de demande, j'ai pas de commande, mais des confrères l'attendent depuis 10 jours. Je veux affoler personne, hein, c'est le cas juste à moi, hein. Je dis pas que c'est une tendance en France ou quoi. Je veux pas avoir d'impact sur les commandes et sur une pénurie là. Voilà, il y a eu quelques jours et un allongement un peu des délais. Après, ils sont livrés, hein. Commande de l'azote fin juin à 370, c'est pour de l'azote liquide, donc tu vas pas partir sur de la késérite pour le souffle. Non. Non, ce sera pas de la késérite. Ah, je vais pas trop trouver ce que c'est. C'est ça. Voilà, pour produire l'engrais, il faut du gaz qui s'est envolé. Le cours du gaz s'est envolé. Non, je voulais vous faire ça, là. Je faisais ça hier. Je passais le chisel ici dans ces terres où il y avait du colza et je vais y faire un blé. Là, le tracteur était en rade. Il était sûrement, je ne sais pas si je l'avais éteint là, mais on était sur une phase de démarrage, redémarrage pour enlever le code erreur. Bon, bref, c'était pas ça que je prenais en photo. Je prends, regardez ce qui pousse, mais en plein milieu de la parcelle. C'est un chêne. C'est un chêne. Je trouve ça incroyable. On a souvent des noyers qui, l'espace d'une année, entre le semis et puis la récolte d'après, qui vont passer au travers. Tu as des noyers qui ont une pousse un petit peu plus rapide que le chêne. Alors ce chêne-là, il a quand même été un petit peu taillé par la récolte du blé, je pense, avant le colza. Il a été un petit peu taillé, du coup il a reparti. Et là, il y a clairement un arbuste qui pousse au milieu du champ. Et vu qu'il persévère, je pense que je vais donner un petit coup de bêche et puis le sortir de là. Et puis lui donner à pousser un petit peu plus loin. Et voilà, si je labourais, je ne verrais jamais ça. Voilà, oui, déjà il y a ça. Et Toto, c'est marrant, ton message était en modération. Et voilà, c'est un gland, forcément, qui s'est retrouvé là au milieu du champ, qui a été traîné là par un gibier, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, par un oiseau peut-être. Est-ce qu'ils mangent ça, les oiseaux? J'en sais rien. Bon, un sanglier qui l'a emmené là, il s'est dit tiens, je veux que la forêt s'agrandisse, et on va le mettre là. Et là, on est à 100 mètres du plus proche bois. Et c'est ça. Salut Golf. Et du coup, je suis plutôt impressionné parce qu'il fait, allez, on va dire 30 cm de haut. Alors pendant qu'on a coupé le colza, on ne l'a pas esquinté forcément. La coupe étant plus haute que le chêne, ça ne l'a pas coupé. Puis là, en passant le chisel, j'ai fait attention, là je suis passé un petit peu à côté.
parce qu'il a quand même subi 2-3 passages de chisel les années passées. C'est là, j'estime qu'il a 2-3 ans à un grand max. Mais voilà, cette histoire du petit chêne, moi j'aime bien voir ces petites choses. Tu as des vaches à combien de kilomètres de la ferme? Alors Solane, là il y a des vaches, elles sont à 5 kilomètres, 4 kilomètres. Ah non, là elles sont à... Ah si, il y a un éleveur de, de vaches allaitantes à 500 mètres. C'est une vache qui s'est échappée et puis qui a fertilisé le champ. Ça se trouve. Bon, ça, hop. Ouais, c'est ce que je veux faire, Toto. Ouais. Je vais le repiquer quelque part. Carrément. Alors par contre, pas sûr qu'il fasse un beau chêne, avec un beau tronc, parce que la pousse principale, elle a dû être sectionnée à la moisson de l'orge ou d'un blé quelques années plus tôt. Sacré gibier, cette vache. Non, j'ai jamais essayé de cultiver du lin d'hiver, Thomas. Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Je ne connais pas du tout cette culture. J'essaye déjà de faire. Je m'interdis rien, mais j'essaye vraiment. Là, il y a tellement à faire dans le peu de culture que j'ai, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais j'essaye de bien les maîtriser, puis après, je veux prendre des risques, prendre des initiatives vers d'autres au fur et à mesure du temps. Bon, faut que je me dépêche parce qu'il ne me reste pas beaucoup de moissons à faire. Quand on a 40 balais, il en reste forcément moins que quand on a 20 ans. Mais voilà, petit à petit, c'est tellement vaste et complexe à cultiver, et puis de manière régulière, le peu de culture que j'ai, c'est tellement technique. Ouais, ça peut fonctionner par chez moi, Toto, tout à fait. La Touraine est une région à ça, est une région à chêne truffier, tout à fait. Tac. Ouais, le Solane, le nouveau moteur. Alors après, je suis pas capable de te dire est-ce qu'il a plus de couple, est-ce qu'il peut avaler plus. J'ai pas de référence. Donc le moteur, on l'a changé en 2018. Avant ça, papa, il l'avait beaucoup en main, il apprenait beaucoup. C'est plutôt lui qui nous donnerait son sentiment. Euh, bon, après, voilà pour vous dire, est-ce qu'à telle vitesse d'avancement, elle avale mieux la paille que l'ancien moteur? Difficile à dire. Par contre, elle va, voilà, au niveau entretien, là, quand je change les huiles, quand j'y fais la vidange à 120, 150 heures, euh, j'y aurai très peu ajusté. Le niveau d'huile va peu bouger. Je vais pas faire de complément pendant ces heures de travail. Elle va pas me manger d'huile, quoi. On a un moteur qui tourne au quart, qui démarre au quart. Même quand le moteur n'a pas démarré depuis 3 mois, sous le hangar, un matin frais, il va démarrer, mais au quart, tu tournes la clé, paf, le premier tour de cylindre, il claque, quoi. Il n'y a aucune fuite à déplorer quelque part, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Ouais, il n'y a rien. Il y a rien. Après, en hydraulique, Toto, j'ai un petit... non, c'est à la pompe de gavage. C'est pas de l'hydraulique, c'est du GNR. J'ai la pompe de gavage qui a une petite fuite. Non, j'ai pas de suintement nulle part. Non, sur le nouveau moteur. C'est très bon signe. Ouais. Donc, si je vous dis que je complète, est-ce que je vais quand même mettre du complément sur quasiment. Elle va battre les colzas, les orges, les blés. Elle va donc battre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120 hectares, 130. Et je vais y avoir rajouté peut-être un demi-litre à 1 litre sur cette période pour compléter. Allez, on part sur 1 litre pour ces 130 hectares, 150 même. Donc ça bouge pas. Voilà.
Le moteur est performant. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc bon semis à tous. Parce que Greg était dans ses semis tout à l'heure, je pense qu'on l'a quitté. Il nous a quittés, il est parti dans son labour. Il laboure encore quelques surfaces pour semer. Ouais, c'est une consommation normale. Nickel, c'est pas trop d'entretien sur le bateau cet hiver. Non, cet hiver, j'avais... Qu'est-ce que je voulais regarder là? Pop, 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 pop. Ah oui, si, j'ai à la tête du rotor, j'ai des petits... Je sais même pas comment ça s'appelle, des petits galets. C'est pas les galets. Il y a un petit décalage. Faut que je revoie la tête du rotor, je vais vous reparler de ça. Ouais, 150 heures, ouais. Là, vous verrez dans la moisson du tournesol, où l'huile, je l'ai changée à 150. Normalement, c'est 125 heures, la vidange, et puis j'ai dépassé un petit peu. Si, il y aura un petit peu de bricole, mais tu vois, mince, putain, j'ai oublié ce que je voulais y faire à la batteuse. Je finisse de nettoyer la trémie, il y a encore des graines. Mais il n'y aura pas de... Ouais, il y aura pas de pompe hydraulique à sortir, ni de moteur à descendre, ça c'est clair. Hmm. Courroie de la tête, non, pas sûr. Combien d'heures? Ouais, bah à peu près pour faire 150 hectares. Pour faire 150 hectares, je crois que j'ai fait à peu près 150 heures. Alors attends, que je te calcule exactement les hectares de cette année. Parce que j'en ai fait 20 hectares pour un confrère, qu'on parte sur les bons hectares. C'est pas ça. Alors, attends, on va regarder direct là-dedans. On va regarder ici combien j'avais de blé l'année dernière, cet été. Donc là, elle a fait 17 hectares de tournesol que vous allez voir mardi en vidéo. Consultation. Là, je suis sur mon logiciel, mon intranet de gestion parcellaire, où je reprends toutes mes surfaces. Tableau de bord. Donc d'accord, 170 hectares au total. Il y avait 39 de colza, plus 21 de févrole. Ouais, c'est ça. Plus 52 de blé. Luzerne, non. Voilà. 112, j'ai fait 20. Ouais, non, j'ai fait 130 hectares. 130 hectares, et puis la 17, donc ça fera 140 hectares fauchés là cette année avec la batteuse. Quand j'aurai fait... voilà, ouais, c'est ça, 140. Parce que donc j'ai de la luzerne, là 8. Alors attends, c'est ça, ouais. Non, il ne manque pas de bout. Blé 52. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah ouais, attends, il y a l'orge. Attends, il y a l'orge 38 plus 52 plus... plus 17 plus 30, voilà. Ouais, c'est ça. 150 hectares. Et j'ai fait à peu près le même nombre d'heures pour faire ces hectares-là. Je vais laisser tourner un moment, je vais moi mettre de la semence et de l'engrais. A plus, Toto. Mais je risque de vous quitter aussi.
Voilà. Je vais essayer de mettre le nez dehors un petit peu, il fait beau. Après, la consommation à l'hectare, hmm, ouais, ça peut aller de 20 à 30 litres hectare, même un petit peu plus de GNR, la batteuse. Et puis, ouais, dans une journée, on fait 15 hectares, on peut faire 15-20 hectares grand max. Donc, ouais, on tourne à 1,5 hectare à l'heure, 2 hectares si ça va bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser aussi. Et puis donc, j'espère semer l'orge cette semaine. Et puis dans la foulée, les blés. Donc il faudrait que au 15-20, là j'ai fini les orges. Et puis que du 20 au 25, je fasse les blés. Ouais, c'est pas trop compliqué, Solane. Si je fais venir une entreprise, il faut compter 90-100 euros de l'hectare pour faire battre toutes ces surfaces. Donc on part sur 130, 140 hectares à battre par an. Allez, 140 hectares à 90 euros de l'hectare. Il me faudrait 12 500 euros pour demander à une entreprise de les battre. Et clairement, là, ce prix-là, on s'approche du prix que m'a coûté le moteur. Donc forcément, non, mais l'entreprise, ça n'a rien à voir au niveau coût. C'est bien plus cher que de fonctionner avec son matériel. C'est forcément. Donc après, c'est sûr, un jour ou l'autre, il faudra que j'investisse dans une batteuse. Pour l'instant, si elle fonctionne comme ça, je n'ai pas d'intérêt à la changer. Elle a coûté, je ne sais plus combien il l'avait payé, papa. Est-ce qu'elle avait coûté 45 000 euros d'occasion? Mais voilà, rien à voir avec les tarifs, avec les prix, où c'est 55 000. Avec les prix du neuf, hein, c'est pareil, jamais vous ne verrez une batteuse neuve chez moi. J'aimerais bien, hein, ça peut, si les finances et l'aspect économique me le permet peut-être, mais ça reste des bébés difficiles à acquérir neufs. Souvent, bon, c'est de la seconde main. C'est un entrepreneur qui l'aura amorti sur ses prestations et puis qui la cède à quelqu'un comme moi, par exemple. Donc, elle aura déjà décoté beaucoup. Elle aura déjà été utilisée et quelqu'un d'autre voilà, aura pu l'amortir en vendant des prestations en tant qu'entrepreneur. Voilà, 90, 100, peut-être plus. Et voilà, moi, la batteuse, là, l'hiver dernier, à part avoir changé le cône de transmission là, à la sortie de la pompe hydrostatique, c'était quelques centaines d'euros, mais ça n'a rien à voir par rapport au coût d'amortissement d'une batteuse qui coûte bien, bien plus, quoi. C'est des centaines de milliers d'euros quand c'est neuf. Donc, et puis quand c'est d'occasion, bah, c'est entre 50 et 100 000 euros, je dirais. Une grande fourchette si je veux, voilà, un jour changer de batteuse. Mais aujourd'hui, techniquement, économiquement, c'est pas, c'est pas au programme. Donc voilà, et donc je vous montre tout ça, vidéo sur la récolte du tournesol. Prévoyez une longue soirée si vous voulez la regarder, parce qu'elle dure plus de 30 minutes. Et puis après ça, ouais, on préparera les terres au chisel, je vais vous faire voir ça. Dans les semaines qui viennent, toutes les parcelles sont prêtes à semer. Non, pas du tout, Thomas. Il me reste encore 15 hectares de terre à blé à préparer. Mais sinon, les terres à orge sont prêtes. Il y a 30 hectares à semer en orge, dont 20 de manière classique. En blé, sur les 50 que je voudrais semer, j'en ai 20 de près. Et c'est ça, ouais, Thibaut, il faut déjà voir les problèmes du tracteur avant de parler batteuse.
et de renouveler quoi que ce soit en termes de batteuse. Un problème après l'autre. Donc voilà. Après, ce ne sera pas gênant de préparer toutes les terres déjà tout de suite parce que bon, ça ne va pas se refermer, il n'y a pas de pluie qui vont arriver là-dessus. Je peux faire le guéret, il va rester, je pense, d'après les prévisions, 15 jours, 15 jours non exposés aux intempéries. Ça va être un temps calme comme ça pendant quelques temps. Mais bon, je vais semer pas trop tôt non plus. Je ne veux pas m'y précipiter. Je ne voudrais pas que les insectes se jettent sur les cultures parce que bah, les blés, orges, tout ça ne sont plus protégés par l'enrobage semences. Et du coup, ça occasionne des passages en plein en insecticides foliaires. Du coup, avec passage de pulvérisateur, c'est nouveau. Avant, c'était pas fait parce que c'était sur la semence. Donc, j'ai pas envie d'être tous les 3 jours avec le pulvé à lutter contre les pucerons. Donc, je vais faire un décalage du semis comme ça, enfin, sur des dates habituelles. Et puis aussi, je ne veux pas semer trop tôt non plus. J'ai des problèmes de vulpin, donc d'enherbement. Semer tôt, c'est donner l'opportunité à ces herbes-là de lever. Et donc semer tard, ça écarte leur possibilité de lever. Enfin, ça l'amoindrit et ça rend moins compliqué la lutte contre les plantes indésirables. Voilà. Donc voilà, bah, merci d'avoir été là, je vais vous laisser. C'était une vidéo toute simple, hein, comme d'habitude. Je vais presque vous dire, voilà. J'espère vous avoir appris des trucs quand même. Et je vous dis à très vite. Ça sera peut-être pas la semaine prochaine, puisque c'est parti à ce que je sème. C'était pas sûr que je sois là aujourd'hui, mais de toute façon, je peux pas semer les orges, j'ai encore pas la semence. Et les blés, je trouve que c'est encore trop tôt. Donc forcément, j'ai été là aujourd'hui, mais ce sera moins sûr dimanche prochain. Je vous dis à plus. Merci Yuyu, merci Solane, merci Nat d'avoir été là. Merci Thibaut, Greg, Kylian, bon courage pour les semis. Toto, Lance, merci à tous. À très vite, portez-vous bien. Et à mardi, évidemment. Salut Menkar, à bientôt. Salut Bébès. Ciao.